Bonsoir à tous, et bienvenue dans le lieu où les histoires mystérieuses du 7e art prennent vie. Là où les légendes et les rumeurs s'animent. Là où tous nos rêves ne se réalisent pas. Bienvenue dans la crypte. Ah non, c'est parce qu'on vient de prendre les locaux, c'est pour ça que c'est un petit peu vide. Dans la crypte, je compte vous parler d'histoires et de légendes qui ont fait vibrer le cœur des cinéphiles, que ce soit des films abandonnés, des portraits de légendes, ou bien juste des faits étranges. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on se remémore un projet des années 60, un projet qui aurait pu entraîner une vague de crise cardiaque parmi les fans d'une franchise culte. Ou bien les enjailler comme jamais. Bien avant Peter Jackson et Ralph Bakshi, on en parle après. Il y a eu bon nombre de propositions pour pouvoir adapter une saga jugée inadaptable, Le Seigneur des Anneaux. Mais avant, un peu le contexte. Le Seigneur des Anneaux, c'est une, si ce n'est la saga littéraire la plus populaire et la plus importante de l'heroic fantasy. Et même de la littérature tout entière, faut pas minimiser l'impact du bousin. Composée de 3 volumes publiés entre 1954 et 1955, la saga a demandé 12 années de travail acharné de la part de J.R.R. Tolkien, un écrivain couronné de succès avec son livre pour enfants, Le Hobbit, se situant dans le même univers. Et rien que le contexte d'écriture de cette saga est une histoire à part entière. L'écrivain s'est lancé dans ce projet assez faramineux en plein milieu du contexte fragile de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait pu devenir espion pour l'armée britannique. C'est la classe un peu. Il était aussi professeur de littérature, philologue, a eu des rivalités avec d'autres écrivains, bref, sa vie est passionnante, intéressante à suivre, et trop longue à résumer. D'ailleurs, il y a eu un film en 2019 qui retrace sa vie sous la forme d'un biopic, qui est pas ouf du tout. Perdez pas votre temps. Mais revenons à nos Nazgûl. Le Seigneur des Anneaux raconte une période de l'histoire de plusieurs anneaux de pouvoir dans la Terre du Milieu, qui furent forgés et séparés parmi les différentes communautés pour maintenir l'équilibre. Mais un anneau unique fut aussi créé en secret, par le seigneur ultra badass des ténèbres, Sauron, qui pourrait avec lui dominer le monde. Of course. Je vais pas expliquer tous les détails parce que c'est hyper long. Regardez juste les films de Peter Jackson. Et si vous les avez pas vus, vous allez vous prendre une baffe en pleine tronche. Ne pas voir des films cultes, ce n'est pas une honte, c'est même une chance. Frodon hérite donc de l'anneau unique, et guidé par son ami et magicien Gandalf, il va tenter de le détruire pour sauver la Terre du Milieu. Frodon sera accompagné de tout un groupe avec plusieurs races mélangées et partiront vers une aventure totalement incroyable. Malgré quelques critiques à sa sortie, ça n'a pas empêché la saga d'être un succès monstre. Et comme tout succès, on a envie de le rentabiliser avec une adaptation filmique. Sauf que là, ça paraît un peu complexe, vu la densité du machin. L'œuvre a longtemps été considérée comme étant inadaptable, au vu de sa longueur et de sa complexité. Clairement, c'était impossible de retranscrire à l'époque de sa sortie une adaptation fidèle à son ambition. Et pourtant, entre 1970 et aujourd'hui, nous avons eu droit à 4 adaptations audiovisuelles différentes. Et je ne parle pas aussi des autres médias comme le jeu vidéo, où il y a eu aussi de très bonnes adaptations. Pour ma part, L'Ombre du Mordor et La Bataille de la Terre du Milieu. Ils valent vraiment le coup. La plus connue, c'est évidemment la trilogie de Peter Jackson, qui est un monument, et qui réussit à parfaitement retranscrire la puissance de cette saga d'Heroic Fantasy. C'est un immanquable, que ce soit pour les fans de la saga, et pour ceux qui aiment le cinéma, tout simplement. En 2022, Amazon Prime nous propose sa propre version du Seigneur des Anneaux, sous forme de série, et qui est à ce jour la série la plus chère de l'histoire. Mais comme je dis souvent, le pognon ça fait pas tout, on verra quand ce sera fini. Mais par contre, peu de gens savent qu'on a eu 2 films d'animation qui reprennent la trilogie entière. Et ça a été un bordel monstre. J'écarte juste le film d'animation qui adapte le Hobbit pour me concentrer sur le Seigneur des Anneaux. Et le premier film vaut quand même le coup d'œil à mon sens. Sorti en 78, il est réalisé par Ralph Bakshi, le mec qui a réalisé Cool World, qui est l'antichambre des enfers version Roger Rabbit. Mais au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, le film possède un véritable charme et quelques moments de bravoure qui font de cette adaptation un ovni pas forcément désagréable. Mais je pense que le copain Clap en parlera un jour de son côté. Je retiens surtout cette magnifique réplique en VF qui peut pas m'empêcher de faire la comparaison. Fuyez, pauvre fou! Sauvez-vous, imbécile! Le deuxième film, un téléfilm d'animation musicale, reprenant le nom du 3e roman, est lui par contre vraiment pas ouf. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est moche. Il a été fait sans autorisation par rapport au droit et résulte également de plein de problèmes de production. Ça en fait une œuvre brouillonne, ultra simplifiée, avec une animation vraiment pas à la hauteur
et une direction vocale à couper au couteau. Bref, ça vaut pas le coup. Maintenant que le contexte est posé, parlons de ce projet complètement fou. Le Seigneur des Anneaux adapté par les Beatles. Comment ça a pu voir le jour? Let's meet the Beatles. I've got Paul and John. And Paul's talking to George and Ringo. The Beatles est le plus grand groupe de rock qui n'ait jamais existé. Alors oui, je vous entends avec vos Queen et vos Pink Floyd, la gna. Mais bon, en termes d'influence et de longévité, les Beatles restent vraiment au-dessus. Pour vous dire, ils ont arrêté les concerts, car déjà, c'était très éprouvant en termes d'organisation, mais aussi parce que les fans faisaient tellement de bruit pendant leurs performances qu'ils s'entendaient même plus parler. Les Beatles, c'est 12 albums originaux, presque 1 fucking milliard d'albums vendus, mais c'est également 4 films et un documentaire où ils ont été acteurs et producteurs, et qui permettent d'accompagner à la fois leur vie, mais également leur style musical. D'ailleurs, pour l'info, leur deuxième film Help aurait influencé la série Batman des années 60. Et je trouve ça marrant. Je vais pas passer encore des heures à résumer leur carrière, parce que déjà je suis pas payé pour ça. Je suis pas payé du tout d'ailleurs, mais tout ça pour dire que le groupe n'est pas étranger à l'univers du 7e art. Et donc, en 1968, l'idée d'adapter la saga a émergé. Je vais vous épargner le... Et oui, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà parlé de ça, comme le feu sur de film, l'écran large ou encore cinéma trash. Mais les gens n'ont pas l'exclusivité d'un sujet. Et eux, c'est pas moi. Donc, hein? Oh! Merde! On peut reprendre? Bon, je vais vous épargner quelques parties de l'histoire qui concernent des affaires de droit, de production, de capital, etc. Parce que ça risque d'être trop dense ou hors sujet. Mais c'est intéressant de voir comment est gérée la carrière d'artiste. Donc, je vais essayer de résumer tranquillement. Alors, prends ton petit chocolat chaud et installe-toi. Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Tout d'abord, l'arrêt des tournées en 1966 va entraîner quelques tensions au sein du groupe, avec notamment la mort de leur nouveau manager, Brian Epstein, qui enlise leur relation. Ensuite, à côté de leur carrière musicale, qui se déroule toujours aussi bien, le groupe était donc sous contrat avec United Artists pour réaliser en tout 5 films. Les 2 premiers sont bien reçus, mais leur 3e film, Magical Mystery Tour, est un cuisant échec. Ça va encore plus les affecter et va aussi les pousser à se renouveler pour ne pas plonger dans une spirale négative. Mais l'année 68 va être un tournant. Déjà, ils produisent le film d'animation Yellow Submarine, qui sera reconnu comme un chef-d'œuvre. Mais surtout, pendant la production, ils commencent à préparer le 5e film. Et pour clore le contrat, ils veulent viser haut. Et c'est un de leurs collaborateurs producteurs, Dennis O'Donnell, qui va avoir l'idée d'adapter la saga. Pendant un voyage en Inde, ils vont lire les livres et ils vont adorer. Bah banco, partons vers la Terre du Milieu. Ils voient les choses en grand et se lancent dans la préparation dès leur retour en Angleterre. Ils contactent même Stanley Kubrick pour la réalisation. Oui, le Kubrick qui a réalisé 2001, Barry Lyndon et Shining entre autres. Dire que Kubrick a failli réaliser Le Seigneur des Anneaux avec les Beatles, on a envie de crier Camoulox. Bravo Lilian. Mais il refuse car au final, il juge l'œuvre inadaptable. Et franchement, on peut le comprendre. Il continue malgré tout de préparer le projet en se donnant même les rôles. On aurait eu Paul McCartney en Frodon, Ringo Starr en Sam, George Harrison en Gandalf et John Lennon en Gollum. Je vous laisse le temps d'encaisser l'info et je vous partage un trailer fan-made qui reprend Le Seigneur des Anneaux version Beatles. Et j'avoue qu'en voyant la vidéo, ça aurait pu être assez fou. Ce qui est dommage, c'est que la pré-production n'était pas assez avancée pour voir des concept arts ou autres. Mais évidemment, le film ne s'est pas fait à cause de l'auteur lui-même. Ce dernier vendit les droits à United Artists dans les années 60. Et à cette période, cette boîte avait encore les Beatles sous contrat. Tolkien avait un vrai droit de regard, et de ce qu'on sait, il a refusé car il n'aurait pas vu un groupe de pop adapter son histoire. D'autres disent également que l'auteur n'aimait pas ce genre de musique, mais je pense que la raison est plus profonde. Dans tous les cas, le projet tombe à l'eau. Le 5e film se transforme en documentaire, et en 1970, le groupe se sépare. Et je pense que ça a provoqué une vague de dépression parmi les fans. Le projet ne fait plus parler de lui, et la saga est partie vers d'autres horizons. J'aimerais quand même donner mon avis sur tout ça, parce que il y a quand même pas mal de choses à en tirer. C'est le moment analyse, je vais donner mon avis sur cette histoire et sur ce phénomène d'adaptation littéraire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah je m'en... Je dis ce que je veux, c'est mon émission. Et je vous en... Je t'invite cordialement à partager ton avis dans les commentaires. Mais que penser de tout ça ? Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que quasiment toutes les œuvres culturelles ont pour but d'être partagées devant un public. Et après cette publication, l'auteur est dans un sens dépossédé de son œuvre. Car c'est le public, professionnel ou non, qui va apporter un autre regard, qu'il soit en accord ou non avec celui de l'auteur, et qui va offrir à cette œuvre un statut et une longévité. Sans le public, on n'aurait jamais pu dire que le film Le Parrain est un chef-d'œuvre du cinéma. Film que je n'ai d'ailleurs jamais fini. Et là, il y a un cinéphile qui vient d'exploser. On dit aussi que l'écriture d'un film se déroule sous 4 étapes. Au scénario, sur le tournage, au montage et à sa diffusion.
car le public va lui insuffler un nouveau sens. C'est pas forcément un phénomène négatif, au contraire. Ça permet de réaliser la richesse d'une œuvre et de voir qu'elle peut apporter un impact pluriel à différents types de personnes. C'est la force de l'art, faire émerger des émotions et des interprétations différentes selon notre culture et notre personnalité. La différence se joue sur le médium en lui-même. Dans la littérature, notre imaginaire va être actif. Au cinéma, on a affaire à une vision imagée. Et notre intellect va travailler pour comprendre et interpréter le sens de cette proposition. Et c'est justement ici qu'il y a eu un problème. Parce que Tolkien n'aurait pas apprécié certaines choses quant à la réception de son œuvre. Il faut bien comprendre que Tolkien était un homme rempli de convictions fortes et un homme de lettres. Écrire Le Seigneur des Anneaux, ce n'était pas seulement partager un univers fantaisiste, mais plutôt de s'approprier les mythes et les légendes pour en faire un objet d'étude, un exercice de langue. Il voulait partager son profond respect pour ces mythes, mais surtout insuffler ce qu'il a vécu pendant la Grande Guerre, une œuvre personnelle qui lui a pris une majeure partie de sa vie. Beaucoup se sont appropriés l'œuvre à sa sortie, dans le mauvais sens selon lui, et ça lui aurait pas plu. Après, je veux pas affirmer ça à sa place, c'est le fruit de mes recherches et des gens qui ont pu m'aider à trouver ces infos. S'il y a eu des erreurs, n'hésitez pas à le partager. De ce que j'ai pu comprendre, il visait un public universitaire, et c'est le mouvement hippie des années 60-70 qui s'est approprié le livre, en y voyant un symbole de contre-culture et de lutte contre la guerre du Vietnam. Et de son vivant, Tolkien était très regardant sur les productions dérivées de son univers, en acceptant très peu les représentations d'autres artistes, notamment celle de Corblock, qu'il a lui-même acheté. Mais voilà, de ce que j'ai pu voir, il aimait pas qu'on illustre l'univers, en omettant tout le travail sur le langage et la richesse d'écriture. Une raison pour laquelle il a complètement refusé que Walt Disney adapte son œuvre, vu qu'il détestait Walter Disney. Et je pense que ça peut expliquer aussi pour les Beatles, connus pour leurs pattes psychédéliques et un peu fantasques. Je comprends parfaitement qu'un auteur ait ses préférences et ses désirs quand on adapte son œuvre au cinéma. Il la cède normalement à un autre auteur, et n'a pas forcément envie qu'on aille à l'encontre de son image. Si Tolkien n'aimait pas le groupe, ou leur style de musique, normal qu'il ait pas envie de laisser à cette sale bande de hippies adapter son œuvre. Je plaisante post-flingue. Mais laisser ce genre d'opportunité à des artistes, c'est laisser l'opportunité d'apporter un nouveau regard sur l'œuvre, et de partager une vision du monde reliée à cette œuvre. Cette collaboration peut apporter des chefs-d'œuvre quand elle est guidée par une vraie vision artistique. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'adaptation de Dune par Villeneuve, qui arrive à être fidèle à l'œuvre et à son style de cinéma. J'aime beaucoup aussi l'adaptation de Lynch. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Bon, certes, c'était un bordel monstrueux et ça mériterait une vidéo à part entière, mais moi je trouve qu'elle a du charme. J'aime bien ce film. Tout est une question d'intention, mais également d'ego. J.K. Rowling a laissé les rênes au réalisateur pour qu'il fasse avant tout des bons films, plus que de bonnes adaptations. Et je trouve ça bien. Mais par contre, le cas d'Ellie James avec 50 nuances degrés, qui apparemment ne laissait rien passer et voulait un contrôle absolu sur l'adaptation, je trouve ça un peu extrême. On a également la réaction célèbre de Stephen King, qui a détesté et renié l'adaptation de Kubrick. Il n'était pas du tout en accord avec la vision et les choix du réalisateur, ni avec le choix des acteurs et surtout la manière de montrer l'horreur. Je ne suis pas forcément fan de cette réaction. C'est plus complexe qu'une histoire de fidélité, mais cette adaptation était le fruit du génie de Kubrick, qui a pondu un vrai chef-d'œuvre d'épouvante, et qui a apporté une nouvelle âme à l'œuvre. De là à le renier, je trouve ça excessif. Surtout quand on voit l'adaptation de King dans les années 90, qui est nettement moins intéressante. Tout est une question de consensus et d'une vraie cohésion entre l'auteur et le réalisateur. Ça peut être surtout une question de pognon et de droit d'auteur. Non, parce qu'on va pas me faire croire que les chroniques de Bridgerton a été faites pour partager une vision d'auteur, Hurlez pas, j'aime bien la série. Ce que je veux dire par là, c'est qu'adapter des œuvres, ce n'est pas une mauvaise chose, car elle offre une plus grande audience et une plus grande accessibilité. C'est un nouveau langage qui a ses bons et ses mauvais côtés. Honnêtement, je ne sais pas si l'adaptation des Beatles aurait fonctionné, mais ce groupe avait un univers, une vision à offrir. Donc je sais pas, je suis un peu partagé. D'un côté, j'aime à penser que les auteurs peuvent être ouverts aux propositions plus fantasques, car en soi, une œuvre peut être adaptée plusieurs fois, mais dans l'autre, que l'auteur a bien sûr son mot à dire, même si son œuvre perdure grâce en partie au public. Bien sûr, tout est une question de droit et de pognon, mais l'art est une porte aux opportunités et aux émotions nouvelles. Donc ouais, une comédie musicale pour Le Seigneur des Anneaux avec les Beatles, ça aurait pu être fou, surtout comparé au téléfilm d'animation de 1980, qui est en partie musical. C'est un petit foutage de gueule, Et je vais conclure avec cette réplique beaucoup trop fleur bleue par rapport à notre monde actuel. L'art, c'est le partage. Alors laissez les artistes partager leur univers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des histoires dans ce style-là à partager, je suis tout oui. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans la crypte.